Je parle d'une citation de Sartre tirée de L'être et le néant. Voilà ce qu'écrit Sartre. La honte dans sa structure première est honte devant quelqu'un. Je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire. Ce geste colle à moi. Je ne le juge ni ne le blâme. Je le réalise sur le mode du pour-soi. Mais voici tout à coup que je lève la tête. Quelqu'un était là et m'a vu. Je réalise tout à coup la vulgarité de mon geste et j'ai honte. Il est certain que la honte n'est pas réflexive, car la présence d'autrui à ma conscience, fût-ce à la manière d'un catalyseur, est incompatible avec l'attitude réflexive. Dans le champ de ma réflexion, je ne puis jamais que rencontrer la conscience qui est mienne. Or, autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même. J'ai honte de moi tel que j'apparais à autrui. Et par l'apparition même d'autrui, je suis mis en mesure de porter un jugement sur moi-même comme sur un objet, car c'est comme objet que j'apparais à autrui. Mais pourtant, cet objet apparu à autrui, ce n'est pas une vaine image dans l'esprit d'un autre. Cette image, en effet, serait entièrement imputable à autrui et ne saurait me toucher. Je pourrais ressentir de l'agacement, de la colère en face d'elle, comme en face d'un mauvais portrait de moi, qui me prête une laideur ou une bassesse d'expression que je n'ai pas. Mais je ne saurais être atteint jusqu'au moelle. La honte est par nature reconnaissance. Je reconnais que je suis comme autrui me voit. Alors on voit que Sartre conçoit la relation à autrui comme originellement conflictuelle. L'altérité est à la fois nécessaire pour Sartre et problématique. Alors nécessaire d'abord, et au moins pour trois raisons: ontologique, psychologique et morale. Alors la nécessité ontologique d'autrui réside dans la représentation doublement inachevée de la réalité humaine que Sartre établit dans son œuvre. Sartre transforme, on le sait, à plusieurs reprises la manière dont il représente l'humanité. Et beaucoup lui ont reproché l'inachèvement formel de son œuvre. En effet, L'être et le néant débouche sur des cahiers qui ne forment qu'une morale provisoire. Son interprétation de Husserl et Heidegger ne va sans doute pas au bout de ses implications. La manière dont il conçoit la critique de la raison dialectique se fonde sur une lecture incomplète de Marx pour un résultat si difficile d'accès que sa tentative inaboutie de fonder une philosophie de l'histoire, intégrant à la fois la liberté et les déterminismes, reste incompréhensible pour beaucoup, et surtout sans conclusion possible. Et que dire de sa psychanalyse existentielle de Flaubert? Elle reprend tous les concepts de la dialectique historique au profit d'un projet à la fois extraordinaire, paradoxal et peut-être impossible: parvenir à la compréhension de la totalité d'une œuvre comme résultant d'un projet existentiel lui-même exprimant l'intériorisation, les déviations et l'extériorisation incessante de tous les conditionnements naturels, familiaux et sociaux, faisant de l'idiot de la famille un parfait inachèvement. C'est depuis longtemps mon hypothèse de lecture. L'inachèvement formel de l'œuvre de Sartre reproduit la conception de la réalité humaine comme elle-même inachevée, autrement dit comme manque d'être perpétuel en quête de constitution et de réalisation. Or, précisément, la honte est une expérience qui concrétise et prolonge à sa manière la critique de l'ego transcendantal de Husserl, autrement dit le fait que pour Sartre, il n'existe aucune substance pensante absolue dont la permanence viendrait fonder l'unité du sujet. La conscience est une relation et non un être. Elle est un échappement perpétuel, un trou d'être au cœur de l'être. Elle hante donc en permanence le monde des choses et se heurte à son autre, à la fois le même et le différent. Et la honte concrétise précisément le fait d'être réduit à distance à l'état de choses sans pouvoir se défendre. Le solipsisme est un échec, mais, et c'est tout le problème, la relation de dépendance ontologique à autrui et au monde n'est pas a priori paisible et harmonieuse pour Sartre, dans la mesure où la conscience n'est pas le complément des choses, mais leur contradiction, et que le rapport aux autres se vit comme un danger permanent de réification. La honte est un sentiment de chute
et de réduction à distance de l'esprit dans la matière et de la conscience dans les choses. Psychologiquement, autrui est nécessaire à l'équilibre et au bien-être de chacun. Et la solitude peut se vivre comme un ressourcement, à un moment plus ou moins long et important, où on se retrouve seul avec soi-même, comme dit la chanson, mais il est difficile de montrer à quel point toutes les représentations de soi convoquent l'altérité, que ce soit pour s'y reconnaître ou pour s'y opposer. La honte est un sentiment de dissociation. Certes, je me reconnais comme autrui me voit, comme dit Sartre, mais justement, cette reconnaissance est une trahison personnelle. Un mauvais portrait de moi ne me gêne guère, dit-il, en tout cas, celui-ci ne peut pas m'atteindre, car je sais tellement que je ne suis pas seulement cette image qu'autrui se fait de moi, que je me sens libre de m'en amuser ou de m'en révolter. Dans la honte, au contraire, je me sens touché parce que je suis touché par cette mauvaise image. Et si je suis touché à distance, c'est que le regard réel, présent ou passé, ou le regard que j'imagine que les autres portent sur moi, est assez fidèle à l'image que je sais avoir renvoyée de moi. Je me sens coincé, prisonnier d'une représentation dont je suis l'auteur puis la victime. C'est pourquoi le sentiment de honte n'est ni le résultat d'une activité, d'un pouvoir à distance d'autrui sur moi, ni le résultat d'une activité réflexive de la conscience. Dit autrement, le cogito ne contient ni ne produit de honte, même si Hegel et Husserl ont démontré avant Sartre à quel point l'altérité était constitutive de la conscience de soi. Psychologiquement, l'expérience de la honte est celle d'un divorce entre ce moi dont l'image plus ou moins consécutive à mes actes, profondément réductrice et réifiante, et cet autre moi que je me représente habituellement, image neutre, fait de haut et de bas, de victoire et de défaite. La culpabilité est double dans la honte, d'avoir chuté et d'en être la cause, puis d'être à ce point sensible à cette mauvaise image que j'imagine qu'autrui se fait de moi. C'est pourquoi il est, en général, assez fréquent que l'on s'en veuille doublement. D'abord parce que l'on sait être l'origine de cette mauvaise aventure de la conscience qu'est la honte, mais aussi parce qu'on voudrait pouvoir prendre cette image comme un simple portrait de soi. On voudrait ne pas s'en vouloir et on sent bien que c'est impossible. Enfin, moralement, la honte implique un jugement de valeur négatif sur soi. De ce point de vue sartrien également, il est non seulement impossible de se juger soi-même sans faire intervenir autrui, mais la posture consistant à prétendre agir et même exister sans se référer aux implications universelles de ses actes relève d'une forme particulière de mauvaise foi. Le mensonge est le refus de la vérité, la mauvaise foi est le refus de la liberté. La trop bonne conscience est assez mauvais signe en fait, en ce qu'elle signifie une sorte de complicité intime, fondamentale, consistant à dire « je suis ce que je suis ceci ou cela, je fais ceci ou cela parce que ça correspond à ma nature, à mon caractère, au fond à une essence de moi-même, dont je ne suis pas l'auteur et donc pas responsable. » La honte concrétise une preuve douloureuse qu'il n'en est rien, que je ne suis pas moralement pour moi-même, avec tous mes défauts et mes qualités, je ne suis que ce que les autres pourront en décider par leur jugement. Inversement, la mauvaise conscience peut surgir après un comportement dont nous ne sommes pas très fiers, mais elle indique au moins une prise de conscience morale d'un décalage constaté et regretté entre l'idéal d'être que l'on vise et l'être effectif que nos actes ont fait exister de nous-mêmes. L'être de la conscience est la conscience d'être, disait Sartre. Autrement dit, le fait de prendre conscience du monde implique toujours une réflexivité de la conscience qui devient pleinement conscience morale dès lors que l'évaluation s'en mêle, et il se trouve que la honte est bien l'expérience privilégiée du décalage douloureux entre l'image de soi et le soi réel apparu à autrui. L'importance du regard est à ce point déterminante que beaucoup ont vu dans le théâtre de Sartre, je pense à Huis clos ou à La putain respectueuse, un théâtre certes engagé et un peu trop didactique, mais aussi une forme théâtralisée de la mise en situation de la liberté ainsi dramatisée. Le mérite de la mauvaise conscience, vécue dans la honte,
est d'éprouver, fût-ce ensuite pour se révolter, et je pense qu'il s'agit bien à un moment de le faire, la nécessité du recours à autrui pour définir la valeur de ses actes. De ce point de vue, il est impossible d'avoir honte tout seul. On peut ne pas être fier de soi, on peut se trouver plus ou moins ridicule, voire risible. Pensons à ce passage de Rigaudon ou de Céline, où le personnage rit dans le lit à côté de sa femme, qui lui demande pourquoi il rit ainsi. Ce à quoi il répond, je ris parce que je pense à ma tête. Et sa femme lui répond, tu ferais mieux de dormir. La conscience est moralement mauvaise quand on a trop facilement bonne conscience, en fait. Et elle est moralement bonne lorsqu'on en a mauvaise conscience. La honte est la mémoire réflexive d'une action doublée d'une mauvaise conscience que réveille le regard d'autrui. On peut me dire, mais s'il est possible d'avoir honte en étant seul, mais c'est qu'alors on imagine ce qu'autrui, et en général c'est un autre, assez précisément déterminé, pourra penser et juger de soi. Enfin, il n'y a rien de naturel dans la honte, contrairement à la peur. Elle ne relève pas non plus d'une émotion comme la joie ou la tristesse, qui mettent en jeu une intentionnalité différente. La honte est une chute morale intime dont il faut éprouver le sens relatif à une responsabilité à rebours. En première conclusion, psychologiquement, le sentiment de honte se vit comme une chute. Tout se passe en effet comme si nous étions en retard sur nous-mêmes. Comme si après tel ou tel acte, l'épreuve du regard d'autrui, alors réel ou imaginé, nous mettait dans l'obligation d'avoir à assumer une réalité à la fois agie puis subie de nous-mêmes. Au point que bien souvent nous avons honte parce que nous découvrons que nous sommes pour autrui ce que nous avons désormais à être aussi pour nous-mêmes, sans l'avoir consciemment voulu. Très vite et à distance, nous rêverions de dire à cet autre qui nous regarde et qui nous juge ainsi, attends un peu, je ne suis pas seulement ce que tu viens de voir ou d'entendre de moi, je ne suis même pas du tout ça. Je suis un peu ça, mais je suis surtout autre chose. Si tu savais que je suis tout à fait autre chose que cette réalité, qui n'est pas tout de moi, alors tu ne me jugerais pas ainsi. Mais il est trop tard. Et ce sentiment de retard est si fondamental qu'il est constitutif de la honte, qui n'atteint pas le sujet progressivement, mais brutalement. Je peux insister sur 3 points, c'est la première conclusion. 1. Autrui ne dispose pas d'un pouvoir à distance sur moi qui pourrait provoquer le sentiment de honte comme on lance un caillou. Il faut qu'une partie de soi soit d'accord avec le jugement de honte pour que celle-ci apparaisse. Mais autrui ne peut pas décider de ma honte sans mon accord. C'est en quelque sorte une violence qui reste impossible sans ce moment de synthèse dont je reste maître. Dans le même temps, je suis entièrement dépendant d'autrui, car mon identité et ma conscience morale ne peuvent être possibles qu'en relation avec les autres. Cet accord ne concerne pas la raison d'être de la honte, mais son effet. Je reconnais que je suis comme autrui me voit. Je prends conscience que l'image de moi est redevable de cette perception de moi-même qui ne m'appartient pas et sans laquelle je ne peux pas me définir. Et cette dépendance à l'égard d'autrui est symétrique à son impuissance à provoquer la honte en moi sans mon accord. Enfin, le problème est de savoir comment assumer le positif de la honte sans se laisser détruire par elle. À mon avis, le positif de la honte réside dans la culpabilité qui s'avère catastrophique lorsqu'elle résulte d'une injustice, mais potentiellement salvatrice quand elle permet une forme de révolte, de renaissance. Tout ce grand 2, quelques perspectives que j'esquisserai rapidement. Le sentiment de honte a fait l'objet de nombreuses problématisations. On y a vu l'effet névrotique d'une culpabilité maladive, d'une vision complexée de la sexualité, de la vie. Bien des libérateurs plus ou moins autoproclamés et très à la mode de la pédagogie ont cerné les effets destructeurs de la honte et ont considéré ce sentiment à partir de ses causes. Éducation rigide, traditionnaliste, mainmise des interdits religieux sur la morale, obsession mortifère du mal, du péché intériorisé, sentiment d'infériorité, de déficit de confiance en soi, conception punitive aussi du salut à l'égard de tous les plaisirs de la vie, etc. Avec une constance remarquable, la culture psychanalytique, l'idéologie libertaire, fortement marquée par les critiques philosophiques du pouvoir, je pense à Foucault et Deleuze,
a fini par considérer toutes les hontes, non pas Foucault et Deleuze, mais peut-être certains courants descendants de ces penseurs, ont fini par considérer toutes les hontes comme coupables d'exister. Et le fait même d'éprouver de la honte comme une faute en soi, un péché d'un nouveau genre au fond. L'ironie de l'histoire, c'est que les revendications les plus cyniques du libéralisme et de sa droite dite décomplexée, entendez délivrer de la honte du désir de s'enrichir par tous les moyens, rencontrent un certain minimalisme éthique et sa variante libertaire de gauche, la plus libérée, entendez, la plus imperméable à la honte du désir sexuel à assouvir par tous les moyens aussi. Derrière la volonté de se libérer de toute honte, quelle qu'elle soit, il y a cette haine de l'autorité, du modèle, du sens de l'histoire, comme du chef, ce soupçon vis-à-vis de toute transcendance, comme des deux anciennes valeurs désormais devenues des vrais ennemis de ce nouveau pouvoir que les destructeurs de la honte ont créé comme un nouveau monstre, la haine de l'honneur et la haine de la vertu. Car il existe évidemment des hontes, des manières d'être honteux pour de bonnes et de mauvaises raisons. En elle-même, la honte n'est pas coupable, sauf à vouloir la faire disparaître et avec elle toute culpabilité. Mais si la culpabilité ne suffit jamais à définir la responsabilité, son sentiment accompagne toujours le sens de la responsabilité, comme un risque possible. Il existe des hontes sans noblesse, reflétant la prise de conscience de sa propre lâcheté. Et là encore, l'absence de honte serait pire. Et de ce pire, les turiféraires de la décomplexion généralisée ne peuvent rien dire. La honte peut détruire, mais elle peut aussi signifier l'origine douloureuse du sens moral. On peut éprouver la honte pour avoir fait souffrir, pour avoir déçu. Une telle honte élève celui ou celle qui s'est abaissé à la hauteur de son propre juge. C'est pourquoi je proposerais de distinguer la bonne honte de la mauvaise honte. La honte peut être bonne lorsqu'elle est révélatrice de la liberté et donc de la responsabilité originelle. La honte est un frisson immédiat qui parcourt de la tête aux pieds sans aucune préparation discursive, disait Sartre. Le philosophe existentialiste décrit ainsi la réalité vécue de la honte comme une objectivation essentialisante, à savoir une réification. Potentiellement, cette objectivation peut devenir l'origine d'une révolte, d'un qui-perd-gagne, par lequel l'individu va commencer par intérioriser cette réduction de lui-même, à distance, puis la dépasser. La première manière de toucher quelqu'un à distance, c'est le regard, ce n'est pas la parole. Celle-ci s'adresse en effet directement à l'esprit par le biais du langage. Le langage peut tenter de réduire, de réifier. Une insulte, par exemple, reçue par un mauvais conducteur au volant, ne provoque pas de honte, mais plutôt de la colère, ou parfois, ça peut paraître bizarre, mais c'est possible, de la pitié. Alors les mots peuvent bien sûr toucher, sur tous les terrains, à la honte, et susciter de la honte, mais cela dépendra de l'attachement à la personne considérée. Je terminerai par l'évocation d'un passage cité par Finkielkraut. La honte négative a une peur, mais c'est une peur d'avoir honte d'être exclu. C'est une peur d'avoir honte d'être seul. Finkielkraut l'évoque dans un séminaire d'études ilénatiennes, il raconte l'événement le plus répugnant. 488 policiers polonais qui se soumettent aux ordres des nazis pour rafler 1500 juifs et exécuter leurs enfants, les femmes, les plus vieux, envoyer les hommes valides dans les camps de travail et de mort. Je dis bien 488, parce que 12 policiers vont être capables de ne pas avoir peur d'avoir honte. Là où les plus nombreux devraient avoir honte d'avoir eu peur. 12, c'est très peu, c'est même scandaleusement peu, mais 12, ce n'est pas rien. Les 12 héros n'ont pas eu peur d'être taxés de faibles. Aujourd'hui, la lâcheté peut prendre des grands airs de résistance, c'est toujours leur procédé d'intimidation qui finit par les trahir. Certaines grandes messes sont devenues cathartiques, elles ressemblent trop à des convocations morales, à des injonctions, le pathos qui a lieu de concept. Le lieu commun sert de lien commun. Donc je terminerai par la peur d'avoir honte qui, à mon avis, est la honte négative, alors que la honte peut servir de point de départ à un sentiment de révolte et de renaissance, c'est ce que j'appelle la honte positive, et elle devient alors le prélude aux révoltes les plus intimes, les plus lentes, mais aussi un moteur silencieux et digne de renversement fantastique. C'est le vrai qui-perd-gagne sartrien, si vous voulez. Contre la mauvaise honte qui est une honte déniée, masquée derrière la tyrannie de la majorité, il y a la honte qui, dans la douleur, dans la solitude, fait naître parfois le vrai visage de l'humanité. La gentillesse, l'innocence, l'amour et bien sûr la vertu et l'honneur
seront ainsi moqués d'arrière-gras, lourds par ceux qui ont tout intérêt à détruire ce qui élève. Si éprouver la honte prépare la volonté de se relever et de ne rien céder, l'épreuve prépare aux plus belles revanches, comme à de grands éclats de rire retrouvés. Je vous remercie. Merci.